En mathématiques, il y a deux types d'intégrales. Le premier type, ce sont les intégrales qu'on sait calculer, et celles-ci, eh bien, on les calcule et on est content. Le second type, malheureusement plus fréquent, ce sont les intégrales qu'on ne sait pas calculer, et celles-ci, on cherche à les estimer. De manière générale, estimer une quantité en mathématiques, ça signifie obtenir des approximations de cette quantité. Donc, en gros, quand on a une intégrale qu'on ne sait pas calculer en maths, eh bien, on cherche à l'approcher par des intégrales que l'on sait calculer. Le mot approximation, il peut avoir plusieurs significations en maths. Ici, on va utiliser le plus souvent son sens le plus simple, à savoir l'encadrement. Moralement, ce qu'on va essayer de faire, c'est prendre des intégrales et chercher à les encadrer par des quantités qui sont calculables. Autant le chapitre d'intégration du premier semestre, il s'intéressait à la première compétence, la compétence de calcul, puisqu'on avait vraiment cherché à savoir calculer le plus de choses possible. Autant maintenant, ce chapitre de second semestre sur l'intégration, il va s'intéresser à la deuxième compétence, la compétence d'estimation. Les objectifs sont les suivants. Premièrement, eh bien, déjà s'entraîner à estimer des intégrales diverses et variées dans des exercices. Et puis, deuxième objectif, c'est démontrer des théorèmes. Alors, ça peut être des théorèmes qu'on connaît déjà, qu'on a déjà énoncés, mais qu'on n'avait jamais démontrés, précisément parce que leur démonstration nécessitait ce type de technique d'estimation d'intégrales. Notamment, le théorème fondamental de l'analyse, il va bien falloir qu'on le prouve un jour. Et puis également, autre exemple, le théorème de primitivation d'un DL. Et puis également, énoncer de nouveaux théorèmes, notamment l'inégalité de Taylor-Lagrange et la convergence des sommes de Riemann, mais tout ça, on y reviendra. Pour nous, la notion d'intégrale, elle va être bien définie à partir du moment où on considère une fonction f qui est continue sur un segment. Je rappelle qu'un segment, c'est un intervalle qui est fermé. À ce moment-là, ce qu'on appelle l'intégrale entre a et b de f, c'est l'aire qu'il y a entre le graphe de f et l'axe des abscisses, entre a et b bien sûr, mais une aire qui est comptée entre guillemets algébriquement, c'est-à-dire comptée positivement lorsque le graphe est situé au-dessus de l'axe des abscisses et négativement lorsqu'il est situé au-dessous. Alors cette définition de l'intégrale, elle est très claire géométriquement, elle est intuitive, mais on peut tout de même un peu la critiquer au sens où, pour fonctionner, on a besoin de savoir ce qu'est une aire. Et on pourrait se poser la question, mais après tout, qu'est-ce qu'une aire? Cette question, les mathématiciens du 19e siècle se la sont posée, et du coup, ils ont cherché à construire la notion d'intégrale sans utiliser de notion préalable d'aire, mais uniquement la notion de nombre, les nombres réels. La construction la plus célèbre pour faire ça, c'est celle d'un mathématicien allemand qui s'appelle Bernhard Riemann. Il a réussi à construire, à définir la notion d'intégrale pour les fonctions continues à partir non pas des fonctions continues, mais uniquement des fonctions en escalier. Ce qu'on appelle une fonction en escalier, c'est une fonction un peu comme sur le graphe qui est ici à droite, à savoir une fonction qui est constante par morceau. Pour les fonctions en escalier, ce que Riemann va appeler l'intégrale de ces fonctions, eh bien c'est cette somme, la somme des lambda k fois ak moins ak moins 1, c'est-à-dire ici ce qu'on peut interpréter comme étant la somme des aires de tous les rectangles qui apparaissent sur cette figure, puisque ak moins ak moins 1, c'est la longueur de la base des rectangles, et lambda k, c'est la hauteur des rectangles. On voit d'ailleurs que dès cette définition, la notion d'aire est en quelque sorte algébrisée, puisque lorsque les lambda k sont positifs, cette aire elle est comptée positivement, et à l'inverse, lorsque les lambda k sont négatifs, elle est comptée négativement. Alors on parle d'aire parce que ça nous fait penser à une aire, mais vous voyez bien que cette définition de l'intégrale ne fait pas intervenir la notion d'aire, mais uniquement la notion de nombre, puisqu'on fait une somme de produits de nombres réels. Ensuite, pour définir l'intégrale d'une fonction continue de façon générale, eh bien justement Riemann montre que toute fonction continue peut être vue comme une limite, alors une limite en un sens à préciser, bien sûr c'est pas si simple, mais une limite de fonctions en escalier. Les curieux pourront trouver l'idée de cette construction dans les documents, nous on va laisser ça de côté dans la vidéo et s'intéresser plutôt aux propriétés de l'intégrale. Les quatre premières, on ne va pas les démontrer parce qu'on considère qu'elles sont une conséquence immédiate de la définition même d'une intégrale. On les appelle les propriétés fondamentales de l'intégrale de Riemann. Allons-y. Premièrement, c'est l'intégrale d'une constante. Si on intègre entre a et b une constante lambda, eh bien, on obtient b-a fois lambda. Ensuite, il y a la linéarité de l'intégrale. C'est le fait que l'intégrale d'une combinaison linéaire de fonctions est égale à la combinaison linéaire de leurs intégrales. Il y a la relation de Chasles, que vous connaissez déjà bien. Et puis, il y a ensuite ce qu'on appelle la positivité de l'intégrale, c'est-à-dire le fait que si jamais une fonction f est positive sur tout le segment d'intégration, alors son intégrale sur ce segment est elle-même positive. En fait, si on regarde bien, les propriétés numéros 1, 3 et 4 sont réellement des conséquences immédiates de la définition d'une intégrale en tant que R. Par exemple, l'intégrale d'une constante. Si on y réfléchit géométriquement, quand on intègre entre a et b une constante lambda, on est en train de regarder l'aire d'un rectangle. Et l'aire d'un rectangle, eh bien, on la calcule en faisant base fois hauteur. La base ici, c'est bien b-a, et la hauteur, c'est lambda, ce qui justifie ici cette formule b-a fois lambda.
La relation de Chasles, c'est tout simplement un découpage d'une aire en deux sous-aires, et la positivité, ça vient du fait qu'on avait décidé que si le graphe de f était situé au-dessus de l'axe des abscisses, l'aire était comptée positivement, ce qui justifie bien que l'intégrale entre a et b de f est elle-même positive. La seule propriété qui nécessiterait un travail plus sérieux pour être démontrée, c'est la linéarité de l'intégrale. Là, pour le coup, sans doute, il faut revenir aux fonctions en escalier de Riemann. À ces 4 propriétés, on va tout de suite en rajouter une 5e qui s'appelle la croissance de l'intégrale. Elle dit la chose suivante: si jamais sur un segment AB, on a une fonction f qui est toujours plus petite qu'une autre fonction g, alors l'intégrale de f sur AB est elle-même plus petite que l'intégrale de g. Justifions-le. En fait, cette propriété, c'est une conséquence des 4 propriétés précédentes, et plus précisément une conséquence de la positivité et de la linéarité. Regardez, en fait, cette hypothèse selon laquelle f de t est plus petit que g de t, on peut la reformuler en faisant passer le f de t de l'autre côté, et ça nous donne que g de t moins f de t est positif. Autrement dit, la fonction g moins f est une fonction qui est positive sur AB. Du coup, par positivité de l'intégrale, son intégrale sur AB est elle-même positive. Or, maintenant, l'intégrale de g moins f, par linéarité de l'intégrale, c'est l'intégrale de g moins l'intégrale de f. Donc maintenant, en faisant passer l'intégrale entre a et b de f de l'autre côté de l'inégalité, on obtient bien l'inégalité voulue, l'intégrale de f est bien plus petite que l'intégrale de g. Cette 5e propriété, la croissance de l'intégrale, ça va vraiment être le centre de ce chapitre, puisque c'est cette propriété qui va nous permettre d'obtenir des encadrements. Si jamais on s'intéresse à une intégrale, l'intégrale entre a et b de f, une intégrale qu'on ne sait pas calculer, alors ce qu'on va chercher à faire, c'est à encadrer la fonction f elle-même par 2 fonctions, mettons u et v, dont on peut calculer l'intégrale. Quand on est dans cette situation, alors par croissance de l'intégrale, on peut en quelque sorte intégrer l'encadrement pour obtenir un encadrement de l'intégrale de f par des quantités qui sont explicites. Voici un premier exemple, un exemple qu'on va reprendre plusieurs fois par la suite d'ailleurs. Pour tout n appartenant à grand N, on pose un l'intégrale suivante, l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n fois exponentielle de 2x dx. À noter que cette intégrale, on la note bien un parce qu'elle ne dépend que de n, et certainement pas de x, puisque x ici est la variable d'intégration. Le but est de démontrer que les un tendent vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Comme on est bons élèves, on va commencer par justifier que les un sont tous bien définis, ce qui pose pas de problème, puisque pour tout n appartenant à grand N, la fonction qu'on intègre, c'est-à-dire la fonction qui a x associe x puissance n fois exponentielle de 2x, c'est une fonction qui est continue sur R, donc en particulier sur le segment 0, 1, ce qui fait que le nombre un est bien défini, et ce, pour tout n. Ok, donc d'une certaine manière, on a montré que la suite u était bien définie. Maintenant, il faut aussi comprendre pourquoi cette quantité un, elle pose problème si jamais on l'aborde par l'angle de vue du calcul pur. On a ici dans l'intégrale un produit de 2 fonctions, x puissance n d'une part et exponentielle de 2x d'autre part. Ces 2 fonctions prises séparément, on sait parfaitement les primitiver. X puissance n, on le primitive en x puissance n plus 1 le tout sur n plus 1, ok. Et puis exponentielle de 2x en 1 demi de exponentielle de 2x. Mais le problème, c'est qu'on a un produit, et on sait bien que si jamais on prend le produit de ces 2 primitives, ça donne pas du tout la primitive du produit. Donc c'est délicat. Alors j'oserais pas dire que on ne peut absolument pas calculer cette intégrale. Il se trouve qu'en réfléchissant un peu, on peut voir qu'on peut en fait obtenir un par des intégrations par partie successives en dérivant x puissance n. En fait, plus exactement, il faut faire n intégrations par partie. Donc là, c'est un peu délicat, ça va donner une formule compliquée avec une somme. Mais bon, d'une part, c'est un peu laborieux, et puis d'autre part, il se trouve que si jamais on fait ce travail et qu'on obtient cette somme, ça aide pas vraiment à démontrer que un tend vers 0, ni à comprendre à quelle vitesse un tend vers 0. Donc on va pas partir dans cette direction, on va plutôt partir dans la direction de l'estimation. On va chercher à encadrer un. Pour ça, il faut comprendre d'abord, moralement, pourquoi est-ce que un tend vers 0. Pourquoi est-ce que quand on intègre cette fonction, ça devient de plus en plus petit? Pour ça, on va représenter graphiquement les courbes. On a 2 fonctions, x puissance n d'une part, et puis exponentielle de 2x d'autre part. Commençons par la première, x puissance n. Alors les fonctions qui a x associées x puissance n, c'est donc bien sûr une famille de fonctions, pour n égale 1, pour n égale 2, et puis on les connaît bien, ce sont les fameuses fonctions puissance. Ici, on ne les regarde que sur l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire entre 0 et 1. Ce sont des fonctions qui valent toutes 0 en 0, qui valent toutes 1 en 1, et qui croissent d'une valeur à l'autre. Alors maintenant, si on les compare entre elles, elles sont décroissantes en n, puisque, étant donné que x ici est compris entre 0 et 1, x puissance n plus 1 est plus petit que x puissance n.
D'autre part, lorsque n devient de plus en plus grand, ces fonctions, elles ont tendance à rester collées, entre guillemets, de plus en plus longtemps à l'axe des abscisses et à décoller au dernier moment, de plus en plus tard, pour rejoindre leur valeur en 1. Ça, c'est très important de comprendre ça, puisque nous, on va s'intéresser à l'intégrale de tout ça. Et si jamais on regarde l'intégrale de x puissance n, c'est une aire, c'est l'aire ici qui est coloriée en noir, eh bien cette aire, elle va tendre vers 0. Pourquoi? Alors graphiquement, on le voit parce qu'elle va être de plus en plus acculée dans son coin, mais on peut aussi le voir par le calcul. Si jamais on regarde l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n, eh bien ça nous donne le crochet de x puissance n plus 1 sur n plus 1, et ça nous donne 1 sur n plus 1. Ça se retient, ça. Moi, je vous conseille de le retenir, parce qu'en fait, c'est fréquent qu'on regarde cette intégrale entre 0 et 1 de x puissance n. Ça vaut 1 sur n plus 1. On voit bien que ça tend vers 0, lentement, puisque c'est équivalent à 1 sur n. 1 sur n, c'est une convergence plutôt lente vers 0, mais bon, ça tend bien vers 0. Ok, passons maintenant à la deuxième fonction, exponentielle de 2x. Alors cette fonction, déjà, c'est juste une seule et unique fonction, elle ne dépend pas de n. C'est une fonction qui est assez banale en somme, elle est strictement croissante, elle vaut 1 en 0, elle vaut exponentielle de 2 en 1, et on comprend qu'en fait elle va pas avoir un grand impact sur l'ordre de grandeur de l'intégrale finale, puisqu'il n'y a aucun moment où elle tend particulièrement vers 0, il n'y a aucun moment où elle tend vers plus l'infini. En fait, c'est une fonction qui est gentiment bornée entre deux constantes qui sont strictement positives. Du coup, si jamais on fait le produit des deux fonctions, eh bien, on voit que cette fonction, elle va simplement moduler les fonctions de gauche, les x puissance n. Ça va donner la chose suivante. Donc on a des fonctions qui sont toujours positives, qui valent toujours 0 en 0, ça n'a pas changé. En 1, elles valent plus 1, elles valent exponentielle de 2, puisque donc on a fait ce produit. Et par contre, entre elles, si on regarde la dépendance en n, elles sont décroissantes, elles sont de plus en plus petites, avec ce fameux comportement qu'on avait vu sur les x puissance n, de fonctions qui mettent de plus en plus de temps à décoller. Et du coup, si jamais maintenant on s'intéresse à un, c'est-à-dire à l'intégrale de cette fonction, à savoir l'aire ici qu'on a coloriée en noir, eh bien cette aire, on sent qu'elle va tendre vers 0 parce que justement, plus n grandit, plus elle va se retrouver acculée, coincée dans son coin. Ces représentations graphiques, en fait, elles sont importantes parce qu'elles nous font comprendre ce qui fait que un va tendre vers 0, c'est vraiment x puissance n, et le fait que les x puissance n tendent vers 0 pour non pas tout x, puisque pour x égale 1, on l'a vu, les fonctions, elles restent accrochées en 1, mais pour, on pourrait dire, presque tous les x, pour tous les x strictement inférieurs à 1, lorsque n tend vers plus l'infini, x puissance n tend vers 0. Passons maintenant à l'encadrement à proprement parler. On va commencer par une technique basique, mais qui s'avère en fait souvent efficace, et qu'on pourrait appeler la politique du pire. C'est très simple, on prend chacune des deux fonctions et on l'encadre par ses pires valeurs entre guillemets, c'est-à-dire sa plus petite et sa plus grande. Allons-y. Donc pour tout x appartenant à 0, 1, commençons par x puissance n. X puissance n, sa plus petite valeur c'est 0 et sa plus grande c'est 1. Et puis maintenant exponentielle de 2x, sa plus petite valeur c'est en 0 c'est 1 et sa plus grande c'est en 1, c'est exponentielle de 2. Maintenant, ces deux encadrements, ils ne font intervenir que des nombres positifs, donc on peut les multiplier entre eux, et donc obtenir un encadrement de ce qui nous intéresse, x puissance n fois exponentielle de 2x, et on trouve qu'il est compris entre 0 et exponentielle de 2. Ok. Maintenant, ayant cet encadrement sur la fonction, sur l'intégrande, eh bien on va pouvoir utiliser cette fameuse croissance de l'intégrale. Par croissance de l'intégrale, un, qui est donc l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n exponentielle de 2x, est comprise entre à gauche l'intégrale de 0, c'est-à-dire 0, et à droite l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de 2. Ici, cette intégrale, on intègre une constante sur un intervalle de longueur 1, donc ça nous donne 1 fois cette constante, c'est-à-dire exponentielle de 2. Ok. Alors, que nous donne ce travail ? Eh bien, il nous donne que un est borné puisqu'il est encadré par 0 et exponentielle de 2 qui sont deux constantes. C'est une information en soi, c'est déjà une première estimation de un, mais ça ne conclut pas, ça ne permet pas de montrer que un tend vers 0. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi.
En fait, le pourquoi de ça, c'est qu'on a été, en quelque sorte, trop grossier dans l'encadrement de x puissance n. Parce que, on l'a compris sur le dessin, c'est cette quantité x puissance n qui fait que, moralement, l'intégrale tend vers 0. Or, vous voyez qu'ici, on l'a encadré par, alors à gauche 0, ça c'est bien, mais à droite 1, ça va pas, puisque c'est une quantité qui ne dépend plus de n, et qui donc n'a aucune raison de faire tendre vers 0 quoi que ce soit lorsque n tend vers plus l'infini. Reprenons à 0. Cette fois-ci, on va aussi pratiquer la politique du pire, mais pas pour tout le monde. L'exponentiel, on va de nouveau l'encadrer comme on l'a fait. Pour tout x appartenant à 0, 1, exponentiel de 2x, il est compris entre 1 et exponentiel de 2. Mais maintenant, x puissance n, on ne va pas l'encadrer, on va le laisser. Du coup, ici, dans cet encadrement, on va tout simplement tout multiplier par x puissance n. X puissance n est bien positif, donc on peut le multiplier dans les inégalités, et obtenir que la quantité centrale, x puissance n fois exponentielle de 2x, est comprise entre x puissance n à gauche et exponentielle de 2 fois x puissance n à droite. On voit que cet encadrement, il est beaucoup plus intéressant que le précédent, puisque là, on n'a pas encadré par deux constantes, mais par deux quantités qui, moralement, sont de plus en plus petites lorsque n tend vers plus l'infini. Il est temps d'utiliser la fameuse croissance de l'intégrale pour obtenir que un, donc l'intégrale entre 0 et 1 de tout ça, est comprise entre à gauche l'intégrale de x puissance n et à droite, eh bien, exponentielle de 2 fois l'intégrale de x puissance n. La exponentielle de 2, il est sorti de l'intégrale parce que c'était une quantité constante qui ne dépend pas de x. Maintenant, vous voyez, on a encadré un par deux intégrales qu'on sait calculer. À gauche, l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n, on l'a fait tout à l'heure, c'est 1 sur n plus 1. Et à droite, c'est exponentielle de 2 fois la même intégrale, 1 sur n plus 1. Voilà, c'est bon, cet encadrement est suffisamment précis pour obtenir par le théorème des gendarmes que un tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Deux remarques. La première, c'est que quand on a cherché à encadrer la fonction qu'on voulait intégrer, on a utilisé ici comme minorant x puissance n, mais il y avait un minorant qui était beaucoup plus simple et qui marchait tout aussi bien. C'était 0, bien sûr. On a une fonction qui, de base, est positive. Et si on utilise 0 dans l'encadrement, ensuite, dans toute la suite, ça nous permet d'obtenir comme minorant 0 pour un. Retenez bien que quand vous souhaitez montrer qu'une quantité positive tend vers 0, en fait, vous pouvez toujours le minorer par 0, ça c'est sûr. Et donc la seule chose qui va vous intéresser, c'est de le majorer. La deuxième remarque, c'est une remarque de rédaction. Quand vous utilisez la croissance de l'intégrale, déjà, dites-le. Et puis, deuxièmement, allez à la ligne. Je m'explique. En fait, ce qui vous permet d'obtenir cet encadrement-là sur l'intégrale, c'est pas du tout juste cet encadrement-là qui n'est exprimé ici que pour un seul x. En fait, c'est le fait que cet encadrement est vrai pour tout x appartenant à 0,1. Autrement dit, c'est tout ce travail-là qui vous permet, par croissance de l'intégrale, d'obtenir cet encadrement de l'intégrale. Donc dans votre rédaction, à la fin de ce travail, vous mettez un point, ça montre la fin de ce travail, et ensuite vous allez à la ligne, par croissance de l'intégrale, et là, vous écrivez votre encadrement. Enfin, par pitié, n'utilisez surtout pas ce symbole d'équivalence logique entre deux phrases de ce type, f de x est plus petit que g de x d'une part, et puis l'inégalité sur les intégrales. Là, si vous écrivez ça, vraiment, tout est faux. L'implication de gauche à droite, elle est fausse, puisque c'est pas parce que f de x est plus petit que g de x pour un seul x qu'on peut dire quoi que ce soit sur les intégrales. Là, si on voulait que l'implication devienne vraie, il faudrait rajouter que cette inégalité est vraie pour tout x appartenant à AB. Là, à ce moment-là, ok, on est d'accord. Et puis, l'implication de droite à gauche, elle est totalement fausse. C'est pas du tout parce que l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g que forcément f est plus petite que g partout sur AB. Maintenant, à vous de jouer, voici un petit exercice. Pour tout n appartenant à n étoiles, on définit la quantité Vn comme étant cette intégrale. L'objectif de l'exercice est de démontrer que tous les Vn sont bien définis, et puis de démontrer que Vn tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Allons-y pour la correction. Alors pour la bonne définition des Vn, on remarque que pour tout n appartenant à n étoiles, la fonction qu'on intègre ici, elle est continue sur moins n plus l'infini, puisque c'est à la condition que t soit strictement plus grand que moins n, qu'on a que le dénominateur n plus t est strictement positif, et donc en particulier non nul. Nous, l'intervalle qui nous intéresse, c'est l'intervalle 0 pi sur 2 fermé en 0, mais c'est bon, il est bien inclus dans le précédent, puisque, étant donné que n est strictement positif, moins n est bien strictement négatif. Donc, pas de problème. La fonction est continue sur 0 pi sur 2, et le nombre Vn est bien défini, et ce, pour tout n. Maintenant, il va falloir encadrer Vn. On fixe pour ça un n appartenant à n étoiles. On peut remarquer d'entrée de jeu que, ici, Vn
concerne une intégrale d'une fonction qui est positive. Donc en ce qui concerne le minorant, on va pas s'embêter, on va toujours prendre 0. Ce qui va être important à partir de maintenant, c'est la façon dont on majore Vn. Allons-y, alors le numérateur cos t, eh bien, il est facile à majorer, on va dire qu'il est plus petit que 1 et c'est réglé. Quant au dénominateur, il s'agit de le minorer, et une minoration simple et efficace, c'est de dire que n plus t est plus grand que n. C'est vrai, hein, puisque t ici est positif. En passant à l'inverse, on obtient que 1 sur n plus t est plus petit que 1 sur n, et puis d'autre part, 1 sur n plus t c'est bien positif, puisque c'est un quotient de nombre positif. À partir de là, puisqu'on a un encadrement de cos t d'une part et de 1 sur n plus t d'autre part, on peut multiplier ces deux encadrements et on obtient donc que cos t sur n plus t est compris entre 0 à gauche et 1 sur n à droite. Bien noter qu'on peut faire des multiplications d'encadrement parce qu'ils concernent des quantités qui sont positives. À ce moment-là, on utilise la croissance de l'intégrale et ça nous donne que Vn est compris entre 0 à gauche et puis l'intégrale de 1 sur n à droite, qui, puisqu'on l'intègre entre 0 et pi sur 2, donne pi sur 2 fois 1 sur n, c'est-à-dire pi sur 2n. Cet encadrement est suffisamment précis pour avoir par encadrement que Vn tend vers 0. À noter que la stratégie qui a été employée ici n'est absolument pas la seule qui marche. En fait, même cette stratégie est particulièrement grossière puisqu'on a pratiqué une politique du pire à la fois sur le numérateur et sur le dénominateur quand il s'agissait de majorer la quantité qu'on voulait intégrer. Peut-être que ce que vous avez fait vous, c'est que vous ne l'avez fait que sur l'un des deux, et si c'est le cas, ça marche très bien. Par exemple, si jamais vous ne majorez pas cos t, que vous le laissez, alors vous vous retrouvez à majorer par cos t sur n, et quand vous intégrez cos t, eh bien ça donne 1, ce qui vous donne comme majorant de Vn 1 sur n, ce qui est mieux en fait que pi sur 2 fois 1 sur n. A l'inverse, si c'est au dénominateur que vous ne faites pas la minoration n plus t est plus grand que n, que vous laissez n plus t, alors vous vous retrouvez à tout majorer par 1 sur n plus t, et quand vous intégrez 1 sur n plus t, vous obtenez log de n plus pi sur 2 moins log de n. Cette quantité ici à droite, elle tend aussi vers 0, parce que le log de la différence, c'est le log du quotient, enfin la différence des logs, pardon, c'est le log du quotient, ce qui en simplifiant donne ça. Et là, à l'intérieur du log, on a une quantité qui tend vers 1, donc le tout tend vers log de 1, c'est-à-dire vers 0.